Bonjour et bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoignent pour cette dernière partie du recap de Reinvent. On a parlé donc, si je récapitule, d'architecture, de développeurs, de data science, de data. Je crois que j'ai rien oublié. Et on va parler de sécurité maintenant parce que c'est quand même un sujet qui est important. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir Mathieu avec moi. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Donc, dernière session. Encore une fois, si vous avez des questions, si on a du temps et qu'on ne dépasse pas les midis, posez vos questions dans le webinaire et puis on essaiera d'y répondre. Écoute, moi, ce n'est pas mon grand domaine, la sécurité, donc je vais te laisser parler directement parce que je n'ai pas tout suivi. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Donc c'est un domaine très intéressant. D'ailleurs, c'est notre première priorité chez AWS, la sécurité, puisque c'est nécessaire sur toutes les briques. Donc c'est un domaine qui est sur tous les services. Mais on va parler de quelques services de sécurité, donc plus spécifiques sur cette partie sécurité. Et on va commencer par Verified Access. Donc ce matin, on a à peu près commencé avec Julien qui nous parlait de Zero Trust. Qui est quelque chose qu'on voit de plus en plus, donc se dire comment je déploie mes applications et je vais faire du contrôle utilisateur par utilisateur. Je ne vais pas forcément mettre tout le monde sur un réseau VPN et puis faire du contrôle périmétrique, se dire comment je peux être plus fin dans mes contrôles. Et Verify Access, c'est exactement ça, c'est de se dire dans mon application, je vais pouvoir tout simplement faire en temps réel pour chaque requête, regarder si je l'autorise, si je ne l'autorise pas, avec des politiques de sécurité que je vais pouvoir mettre en place au sein de mon application, mais des politiques de sécurité peut-être différentes d'une application à l'autre, si j'ai une application plus sensible. Et donc, générer, savoir s'il y a une anomalie, par exemple quelqu'un qui se logue depuis des endroits assez exotiques, mais aussi voir le statut du poste de travail qui est en train de se loguer. Donc ça va pouvoir marcher avec des solutions partenaires, donc que ça soit sur Mac, sur Windows. On va pouvoir voir quel est le statut de sécurité, est-ce que j'ai fait mes patchs, est-ce que mon poste de travail est à risque, avant que je puisse me connecter à l'application. C'est mieux. C'est mieux. Et donc l'idée, c'est que historiquement, on avait tendance à faire ça avec des VPN, à se dire avant de me connecter au VPN, je dois vérifier. Là, on va pouvoir le faire application par application, avec éventuellement des jeux de règles qui vont être différents d'une application à l'autre. Autre nouveauté aussi, toujours côté application, donc Verified Permission. Donc Verified Permission, donc Verified Access, on a accès à l'application, donc on va contrôler qui peut accéder à l'application. Verified Permission, l'idée, ça va être de se dire comment j'autorise certaines actions ou j'autorise pas d'autres actions dans l'application. Donc ça va être l'intérêt de Verified Permission. Je ne l'ai pas mentionné sur Verified Access, mais pour Verified Access et pour Verified Permission, on a un nouveau langage qui va permettre de décrire nos policies de sécurité. Donc c'est plus du JSON. Donc si on a des développeurs ou autres qui disent JSON, j'aime pas trop. Là c'est un peu plus simple, c'est un langage qui ressemble beaucoup plus à du code. Donc on va dire permit when. On va mettre nos différentes contraintes avec par exemple des and pour faire le lien entre nos contraintes. Donc ça ressemblera plus à du code dans la façon dont on va décrire nos contraintes. Ces deux services sont en preview et seront probablement generally available un peu plus tard. Donc, en dehors de cette partie application, on a aussi la partie, un point qu'on voit souvent, de se dire comment je vais avoir une vision consolidée de tout ce qui se passe d'un point de vue sécurité sur mon environnement dans le cloud AWS. Donc on a un certain nombre de services qui vont comme par exemple CloudTrail, qui vont nous donner des logs sur ce qui se passe sur l'environnement. Et maintenant, on a un service qui s'appelle Security Lake. Donc Security Lake, c'est un data lake. C'est un data lake qui va se baser sur Lake Formation et qui va nous permettre de centraliser toutes nos remontées de traces. Donc les différentes sources de logs côté AWS, donc CloudTrail que je mentionnais, mais ça peut être aussi nos VPC Flowlog et ça peut être aussi des logs depuis énormément de solutions de sécurité qui sont partenaires. Et Security Lake ne va pas juste stocker ces données-là. Avant de les stocker, on va avoir une étape qu'on appelle d'ETL. On va transformer ces données pour qu'elles soient toutes au même format, donc au Open Cyber Security Schema Framework, qui est un format pour décrire des événements de sécurité. Et derrière, on va pouvoir analyser ces données-là, que ce soit avec Athena, Detective, OpenSearch ou SageMaker, si on veut aussi faire de l'apprentissage machine learning sur ces données. Et on a aussi, bien entendu, des partenaires côté sécurité qui vont pouvoir aussi analyser ces données sur lesquelles on va pouvoir se reposer aussi pour l'analyse de données. Petite question pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les termes.
on avait donc GA dans le bas des slides, qu'il y a General Availability parce que c'est disponible. Preview, c'est en preview. Là, il y a un SYD. Je t'avoue que Ok. Je vais trouver l'information et essayer de la mettre on va trouver l'information dans le chat. Donc c'est ce qu'on appelle, donc avec Security Lake, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un CIEM, un event manager sur notre partie sécurité directement côté AWS. Autre nouveauté, toujours dans cette partie détection d'événements, toujours savoir ce qui se passe sur notre plateforme et être notifié si jamais il y a quelque chose de sensible. Donc une nouveauté sur GuardDuty. Donc GuardDuty, c'est un service qui va via un moteur de machine learning, donc détection d'anomalies, et via un moteur de threat intelligence, donc connaissance d'actions néfastes, donc des bad actors comme on dit. Donc va détecter des événements de sécurité, des éventuels incidents de sécurité sur notre plateforme. Et ben aujourd'hui, donc GuardDuty va permettre de détecter aussi des anomalies sur notre partie Amazon RDS. Donc dès qu'on va avoir des bases de données Aurora, on va pouvoir détecter donc par exemple des connexions, donc ça soit des tentatives de connexion qui ont échoué, ou même des connexions qui sont passées mais qui semblent anormales, que ce soit par exemple l'origine, l'IP ou autre qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on va pouvoir détecter cette partie-là sur nos bases Aurora directement dans GuardDuty. Donc c'est des mécanismes qu'on a par exemple sur IAM, qu'on a sur d'autres calls qui sont visibles par GuardDuty, et donc maintenant en preview là aussi sur la partie Amazon RDS Aurora. Dernière nouveauté sur GuardDuty, alors c'est une nouveauté qui va arriver, donc c'est pas encore en preview, c'est une annonce pour l'instant. On va pouvoir détecter les menaces à l'intérieur des conteneurs. Donc on peut se dire, ok, mais en janvier 2022, donc il y a un peu plus d'un an, on a rajouté le support de KS dans GuardDuty. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter en plus? En fait, ce qu'on va rajouter en plus, c'est pas uniquement de regarder ce qui se passe au niveau des logs de Kubernetes, au niveau des logs de notre cluster EKS, mais d'aller directement à l'intérieur des conteneurs et de voir si on a des menaces directement sur les workloads tels qu'elles sont exécutées dans les conteneurs. Donc on va avoir ce monitoring donc, directement à l'intérieur des conteneurs, donc, qui va arriver un peu plus tard. Donc on a quelques capacités donc de détecter ce qui se passe bien ou moins bien dans notre plateforme, sur nos ressources. Mais à des moments, on va vouloir être proactif, on va vouloir anticiper, on va vouloir éviter de lancer des ressources qui, par exemple, ne répondent pas à nos règles de conformité. Par exemple, dire que si je lance une machine virtuelle, je veux peut-être qu'elle soit tout le temps avec des données chiffrées au repos, éviter certaines ouvertures de flux réseau. Ça, je peux le faire aujourd'hui avec AWS Config. Et ce qu'on peut faire en plus aujourd'hui, donc c'est une fonctionnalité qui est GA, donc qui est disponible pour tout le monde. Bah, je vais pouvoir anticiper mes changements. Donc si j'utilise du CloudFormation pour faire mon infrastructure as code, je vais pouvoir demander à AWS Config, est-ce que le changement de ressources que je suis en train de faire est conforme ou pas à mes règles de gouvernance et de conformité. Donc j'aurais même pas déployé ma ressource, par exemple une machine virtuelle dont le disque dur n'est pas chiffré ou dont le port SSH est ouvert sur l'ensemble de l'Internet. Avant de la déployer, je vais pouvoir voir que j'ai un souci, que ça ne répond pas à mes règles de gouvernance et de sécurité, et donc ça va arrêter mon déploiement. Donc là, je suis proactif, j'évite de déployer et de, quelques minutes après, détecter que j'ai un problème de conformité. Encore une fois, c'est mieux avant. C'est toujours mieux avant. C'est toujours mieux. Et dans ce domaine-là aussi, dans le fait de dire on va mettre des règles, sur l'utilisation des services, on va s'assurer qu'on les utilise de la manière la plus simple, mais la plus stricte possible. On a des nouveaux outils dans Control Tower, où on va pouvoir mettre des contrôles service par service, de dire je veux autoriser l'utilisation de tel service, par exemple dans cette slide-là, on voit API Gateway. Et souvent,
quand on a des politiques de sécurité assez strictes, on veut être sûr de ne pas prendre de risques sur l'utilisation d'un nouveau service. On va devoir faire une étude, quelles sont les fonctionnalités du service, quelles sont les règles qu'on va mettre en place, les guardrails côté control tower, les règles, qu'est-ce qu'on va autoriser ou pas côté IAM, ou éventuellement écrire des services control policy dans AWS Organization. Et là, l'idée, c'est qu'on va avoir ces jeux de règles directement dans Control Tower et donc gagner du temps et se dire, voilà, j'ai un jeu de règles pour restreindre l'usage de ce service, pour s'assurer qu'il répond à mes différentes règles de sécurité, mes politiques de sécurité interne. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est en preview dans Control Tower. Et deuxième fonctionnalité intéressante dans Control Tower, donc Control Tower va nous déployer nos différents comptes, va nous déployer un modèle de gouvernance. On a un peu de flexibilité, on avait déjà un peu de flexibilité dans Control Tower, mais maintenant on va pouvoir aller plus loin et déployer directement nos éléments d'architecture spécifiques. Donc comment ça va fonctionner? En fait, on va pouvoir définir dans Service Catalog, donc c'est des templates CloudFormation ou CDK. On va pouvoir définir les éléments d'architecture qui doivent être déployés par Control Tower. Donc on va pouvoir customiser Control Tower. On n'est plus dans le choix en disant est-ce que je fais tout à la main dans AWS Organization ou est-ce que j'accepte le côté très prescriptif de Control Tower. Je vais pouvoir avoir la possibilité d'aller au milieu et de customiser Control Tower. Je parlais d'organisation, petite nouveauté aussi intéressante sur organisation. Maintenant, on va pouvoir déléguer des administrateurs sur AWS Organisation. Donc souvent, on va créer une organisation pour l'ensemble de l'entreprise. Et on va avoir des équipes différentes, on peut même avoir des filiales dans l'entreprise qui vont avoir chacun leur organization unit, donc une sous-partie de l'organisation. Et donc là, on va pouvoir déléguer des administrateurs, leur donner des policiers. Donc là, on est sur des policiers type IAM. On va pouvoir dire qu'un administrateur peut faire cette opération, peut faire telle autre opération sur tel compte, tel groupe de comptes ou telle unité d'organisation. Donc on va pouvoir déléguer, ce qui est très intéressant parce que ça évite, on aime bien centraliser, on aime bien avoir une équipe centrale qui va gérer la gouvernance, mais pour l'agilité, ça peut être bien de redonner quelques privilèges sur des sous-parties de l'organisation. C'est un cas d'usage qu'on voit assez souvent, par exemple quand on a une filiale qui a sa partie de l'organisation, d'être capable d'avoir une forme d'autonomie et de pouvoir avancer, tout en gardant des administrateurs globaux qui vont pouvoir contrôler le bon usage et la bonne mise en place de ces règles de sécurité. Autre nouveauté, alors là on change totalement, on va aller sur la découverte de données sensibles. Alors j'entendais parler tout à l'heure, on parlait par exemple de détecter des données sensibles dans les logs. Un autre endroit où on peut avoir beaucoup de données sensibles, c'est les buckets S3. Donc c'est toujours compliqué de dire comment on classifie la donnée dans nos buckets S3, comment on sait si on a de la donnée sensible ou pas. Et donc Messi permet de le faire, et donc nouveauté. Et Messi va nous permettre de découvrir automatiquement cette donnée-là. Donc on va se baser sur du machine learning pour savoir qu'est-ce qui vaut le coup d'être, par exemple sur les nouveaux fichiers, d'être indexé par Messi. Et ça va réduire énormément le coût de Messi. On ne va pas avoir à processer l'ensemble du bucket. Autre fonctionnalité aussi intéressante, Lambda. Donc sur Lambda, quand on va faire du serverless, on n'a pas notre machine virtuelle, on n'a pas notre agent inspector par exemple pour savoir si on a installé des packages qui ont des versions avec des failles connues, sur des versions qui ont des failles connues. Et donc là, Inspector va tout simplement nous permettre maintenant d'indexer, de regarder le contenu de nos fonctions lambda. Donc que ce soit des fonctions lambda ou que ce soit des images ECR, puisqu'on pourra aussi lancer des images, côté lambda. Donc maintenant, on va pouvoir voir aussi notre posture de sécurité. Alors généralement, sur lambda, on a un peu moins de packages installés que sur une machine virtuelle complète. Mais c'est toujours intéressant de savoir... Sur du JavaScript, ça va vite. Sur du JavaScript, c'est des petits packages, mais il y en a énormément, effectivement. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette information-là, d'être capable de scanner et de savoir quelle est la posture de ma fonction et est-ce que j'ai besoin d'envisager des mises à jour, est-ce que je suis à risque ou pas. Et
pour finir, je voulais parler un peu de chiffrement. Donc, première nouveauté sur le chiffrement, c'est External Key Store. Donc, External Key Store, c'est une nouvelle possibilité dans AWS KMS. Donc, KMS qui va nous permettre de chiffrer de la donnée. Il s'intègre avec plus de 100 services AWS. Et maintenant, on va avoir la possibilité d'utiliser ses propres HSM. Alors, on pouvait déjà utiliser des HSM dédiés avec Cloud HSM. Et maintenant, on peut utiliser des HSM directement on-prem dans son bureau ou opérés par un partenaire. C'est un cas qu'on voit assez souvent, c'est des clients qui vont vouloir avoir un niveau de contrôle supplémentaire justement sur cet accès à la donnée. Donc ils vont vouloir soit opérer leur propre HSM parce que par exemple dans les services financiers ils sont habitués à avoir ce type de matériel-là et donc utiliser leur propre matériel qui est souvent déjà existant. Et on a d'autres clients qui vont se dire je vais avoir un partenaire qui s'occupe des HSM pour moi, mais j'ai un double contrôle puisque j'ai AWS d'un côté, j'ai mon partenaire, et donc par exemple sur ces partenaires, on a au lancement des partenaires comme Atos et Thales qui sont capables justement de fournir cette fonctionnalité de HSM déportée, sans forcément que ce soit au client de faire cette administration au jour le jour du HSM. Donc c'est une fonctionnalité en plus qui peut être intéressante pour les données, souvent pour les données les plus sensibles à l'intérieur de l'entreprise. Et toujours en parlant de chiffrement, je vais parler d'AWS Wicker, donc qui est une solution de communication. Alors vous pourrez me dire, il y a aussi Amazon Chime, effectivement. Alors AWS Wicker va être un peu différent puisque AWS Wicker va faire ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que vous pouvez administrer donc votre solution de communication, savoir qui a accès à la solution, mettre en place des salles pour les salons texte et tout ce qui va être chat audio et vidéo. Mais tous les participants, par exemple sur un chat vidéo, vont chiffrer avec la clé des autres participants. Donc chacun reçoit un flux chiffré, donc le serveur de communication côté Wicker n'a pas accès au contenu des échanges. Et n'a pas accès parce que de toute façon, il n'aura jamais vu les clés qui étaient nécessaires au déchiffrement. Donc c'est un nouveau service qui peut être assez intéressant et donc qui pousse encore plus loin ce côté de protection de la donnée, protection des échanges. Je ne sais pas si on a des questions. Je sais il y a quelques questions, mais on n'a vraiment pas le temps. Je m'excuse pour les dizaines de questions auxquelles on n'a pas pu répondre parce que c'est un peu, encore une fois, résumé plus de 100 annonces en 2 heures. C'était un petit peu tendu. Mais merci beaucoup, Mathieu, pour la partie sécurité. J'ai été à re:Invent. Effectivement, je m'étais plutôt focus sur les parties développeurs, mais je vois qu'il y a vraiment un sujet qui revient souvent, c'est on essaie de simplifier des choses qui existent déjà. Et il y a des choses qu'on pouvait faire, mais maintenant qu'on peut faire beaucoup plus simplement, que ce soit en architecture, en sécurité, en data science. Oui, je pense que s'il y a un point commun sur beaucoup d'annonces sécurité, c'est de se dire comment, sans être un expert sécurité, je vais pouvoir sécuriser l'accès à mes applications, sécuriser ma donnée, m'assurer que j'ai le meilleur niveau de sécurité. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de recruter des experts sécurité. L'offre et la demande ne sont pas alignées. Et donc le but aussi, c'est que n'importe quel développeur qui est sur son application puisse justement actionner ces mécanismes de sécurité sans que ça soit complexe. Ok, super. Bon, on va clôturer, on a 5 minutes Putain, 10 minutes, mais ça va, on est bon. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Quelques petites choses avant de se quitter. Vous allez avoir le replay, vous allez recevoir un email avec le replay du webinar. Je vous ai partagé dans le chat directement le lien vers la playlist. Vous avez les centaines, voire milliers de sessions de re:Invent. Et encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, le 4 avril, on fait le Summit à Paris. Et si vous inscrivez aujourd'hui, c'est gratuit. Non, je déconne, c'est toujours gratuit. Mais voilà, allez vous inscrire. Je vous ai mis aussi le lien dans le chat. C'est une journée entière avec une centaine de conférences et c'est l'occasion de rencontrer des experts AWS. Voilà. Merci beaucoup encore de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Bye bye.